Virus, pardon, c'est la question qu'on se pose, notamment après avoir écouté ce matin cette sortie du syndicaliste CGT et urgentiste Christophe Prudhomme. Pour vous donner un exemple, je suis en ce moment de garde au SAMU et hier soir, dès l'annonce que le nord de l'Italie était une zone qui nécessitait de prendre des précautions, nous avons eu une explosion d'appels au niveau du SAMU, y compris des renseignements, parce que le numéro vert qui a été mis en place par le ministère ferme à 19h. On est face à potentiellement une crise sanitaire qui nécessitera la mobilisation de moyens importants. Ces moyens n'existent pas. Les moyens qu'on mettra sont des moyens qui seront pris ailleurs au détriment d'autres patients et du fonctionnement normal de nos SAMU et de nos hôpitaux. Et Christophe Prudhomme réagissait notamment sur la mise à disposition de 70 hôpitaux supplémentaires qui venaient s'ajouter aux 30 autres pour gérer la crise. Voici la réponse cet après-midi du Premier ministre Édouard Philippe. Partout en France où il y a un service de SAMU, nous sommes prêts à accueillir d'éventuels malades. Nous constatons qu'il n'y a aucun malade hospitalisé en France aujourd'hui atteint par ce virus. Aucun. Aucun à ce stade. Mais bien évidemment, nous sommes vigilants et nous ferons toujours la transparence complète. C'est une condition indispensable de la confiance de nos concitoyens. Alors, Rachel Binas, est-ce que vous êtes rassurée après avoir entendu le Premier ministre? J'étais pas inquiète, pour tout vous dire. J'étais pas inquiète, bien qu'en effet, on le sait, l'hôpital traverse une crise. Elle n'est pas récente, elle date pas de ce mandat. Elle est profonde. On estime que 30% des postes de médecins à l'hôpital ne sont pas pourvus. C'est quasiment la même chose pour les infirmières, pour les aides-soignants, etc. Maintenant, on a une capacité d'accueil, on a des infrastructures. On sait que là, près de 108 hôpitaux, en tout cas établissements, se préparent à recevoir, si besoin, des personnes qui seraient touchées par le virus. Personnellement, je ne vois pas de motif d'être particulièrement inquiet. Béatrice Gibelin, c'est pareil, c'est votre même état d'esprit? J'aurais tendance à dire qu'on est plus dans une épidémie de panique que dans une vraie épidémie. Voilà, dans la mesure où on sait que tous les ans, il y a des milliers de personnes âgées qui vont mourir de la grippe, qu'il y a un nombre de Français qui ne se vaccinent pas sur la grippe, et on est là à meuter les foules avec le coronavirus. Je pense qu'on a des structures de santé suffisamment solides et organisées pour faire face à ce qui sera probablement pas une épidémie massive. Donc moi, je suis un peu comme Rachel, je suis absolument pas inquiète. Alexis, demain, il y a un très beau match de foot, presque un derby, Olympique Lyonnais, Juventus de Turin. Deux maires de la banlieue lyonnaise s'opposent à la venue des 3000 supporters italiens. Ils ont raison, d'après vous? Je vais vous répondre. Mais auparavant, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces deux principes que les responsables publics sont placés devant la nécessité de devoir articuler ou concilier. Et c'est très compliqué. Il y a le principe de rassurer, en tout cas de ne pas inquiéter. De ne pas paniquer. Et ça fait partie de leur mission. Quand on est en train public, on ne déclenche pas des paniques. C'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est de prendre toutes les mesures pour éviter de mettre en péril la santé publique et d'essayer de protéger. Donc il faut rassurer et protéger. Alors parfois ça colle. Il y a des moments où les deux principes peuvent entrer en conflit. Dans l'affaire de ce stade, c'est typiquement le cas. Si on dit non, les supporters de Turin ne doivent pas venir, on peut se dire on protège les gens du stade contre une éventuelle contagion, mais du coup on inquiète parce qu'on dit oh là là, Donc c'est ça qui est difficile. Moi je crois qu'il faut essayer autant que faire se peut de ménager les deux principes. Je pense que malgré tout, quand il faut choisir, il faut privilégier le second, c'est-à-dire la sécurité et la santé publique. Peut-être, parfois à tort, peut-être au risque d'en faire trop, mais je pense que au risque, quand il y a deux risques, c'est celui d'en faire pas assez et celui d'en faire trop. Le risque d'en faire trop est finalement à la fin moins grave. Donc, en l'occurrence, moi, sur cette affaire de principe de raison, cette affaire de match de foot, il y a juste un truc que je comprends pas. Le ministère de l'Éducation donne une consigne pour dire les enfants qui rentrent d'Italie doivent rester chez eux. Bon, très bien, on nous le dit, nous on veut bien le croire, on n'en sait rien. Parce que, bon. Et là-dessus, on dit, les supporters, eux, vont venir se promener et crier avec les autres. Il y a un truc qui ne va pas. Ou bien l'un, il ne fallait pas le faire, ou bien l'autre, il faut le faire. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je pense que dans ce cas-là, il vaudrait mieux dire, non, les supporters, ils garderont le match sur un grand écran chez eux à Turin. C'est pas bien grave. Pascal Perrineau, que réclame l'opinion
au gouvernement à ce stade de crise sanitaire? Peut-être que vous n'avez pas de données, mais en fonction justement des autres crises qu'on a pu voir, comme le SRAS, comme le MERS. Alors, on voit une opinion dont l'inquiétude augmente semaine après semaine, mais il faut dire que les titres de la presse, les interventions de nombreux élus, les témoignages venant de l'ensemble de l'Europe, les courbes, voilà, les courbes de contamination, le fait que ça se rapproche de la France, avec le foyer italien et les échanges nombreux entre l'Italie et la France, on vient d'en parler, font que l'opinion est inquiète. L'opinion, donc, elle attend, on est en France, elle attend de la part de l'État une réponse à la hauteur. Elle se rend compte que le système épidémiologique français est plutôt un système de bon niveau. Quand vous le comparez à d'autres systèmes européens et que vous le jugez sur des crises précédentes, comme celle du SRAS, comme celle de l'H1N1, eh bien, le système français avait été à la hauteur. Il reste une variable sur laquelle il y a une interrogation, c'est où en est l'hôpital public. Certes, les hôpitaux publics sont là, prêts à répondre, mais quelle est leur capacité réelle en termes de personnel? Quelle est la formation en amont sur ce virus, qui est tout de même un virus complexe, parce que des individus ne peuvent avoir aucun symptôme et pourtant en être porteurs. Donc, quel est le degré de formation? Parce que quand vous regardez le cas italien, maintenant on commence à savoir, d'après le président du Conseil, ce qui s'est passé en Italie, c'est le système hospitalier italien qui n'a pas repéré le patient numéro 1. Et qui ensuite a contaminé le personnel infirmier, le personnel médical, et ensuite la contamination est allée par un effet de halo toucher tout le nord de l'Italie. Donc il faut en effet que, et ça je suis incapable de répondre, de juger du niveau de préparation des personnels et des services pour faire face à une éventuelle montée en puissance. Il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est qu'on répète sans arrêt sur les médias, ne vous rendez pas à l'hôpital, appelez le 15. Ou le SAMU, mais surtout, c'est dans l'hôpital que la contamination est la plus forte. Donc, si on constate que vous êtes malade, on vous accompagnera, mais dans un circuit de protection, de façon à ce que vous ne contaminiez pas tout l'hôpital. C'est quelque chose qui est dit et redit. Il semblerait quand même que, et on le disait avant, savoir que ça s'était passé comme ça en Italie. Donc, je pense qu'il y a une conscience réelle de la façon dont on doit se comporter. Sur l'affaire, on a abordé la question hier, mais sur l'affaire du contrôle aux frontières, votre avis, votre point de vue sur ces questions? Là encore, je ne pense pas qu'on puisse dire que ça sert à rien. Je pense que non, ça ne sert pas à rien. On peut dire que c'est pas efficace à 100%. D'accord. C'est pas la même chose. Non, ça peut rassurer une population. Et puis même, je pense que l'efficacité partielle d'une mesure ne suffit. Le fait qu'elle soit partielle ne suffit pas à la condamner. Sinon, on ne mettrait pas de limite de vitesse au motif qu'il y a des gens qui les excèdent, qui les franchissent et il y a des accidents. Bon, bien sûr. Rien ne permet d'empêcher une épidémie quand elle se déclenche. Bon, n'empêche qu'il y a des choses dont on sait que ça la ralentit et il y a des précautions qu'il faut prendre. Là encore, est-ce qu'il vaut mieux un embêtement temporaire et provisoire qui est de faire traîner les gens aux frontières pour prendre leur température? Bon, oui, c'est casse-pied, c'est pas la mort. Ou est-ce qu'il vaut mieux prendre le risque d'accélérer la diffusion d'une épidémie? C'est un rapport entre un coût-avantage. Moi, je pense que je vois pas, ça me paraît pas un immense drame que de faire attendre un peu des gens à un poste frontière. On l'a tous fait autrefois quand il y avait des frontières, on partait en vacances, on n'en mourrait pas, c'est pas non plus... Mais un autre problème, c'est que si vous avez pris du Doliprane, vous n'allez pas avoir de fièvre, et vous pouvez ne pas avoir de fièvre. Il y a plein de gens qui passeront à travers, vous avez raison. Voilà. Mais il y en a peut-être... Comme vous dites, peut-être. Et c'est même pas sûr que ceux qui auront de la fièvre seront porteurs du virus. Est-ce que ce peut-être ne vaut pas le coup de le tenter? Ça dépend, c'est bénéfice-coût. Voilà, on est d'accord. Qu'est-ce que vous aurez comme bénéfice ou qu'est-ce que vous aurez comme coût avec cette affaire? Christian qui nous regarde, on fait d'une pandémie une épidémie politique qui échappe aux médecins. Claudius nous dit les médias participent à la panique. C'est votre point de vue, vous qui venez de travailler sur les fake news et sur Mais honnêtement, moi, je ne vois pas de panique. Je trouve les gens extrêmement rationnels, intelligents.
Voilà, il y a une prévention qui est faite. Ils respectent, il me semble, respecter pour la plupart les règles du jeu qu'on leur demande. Ensuite, moi, je vois aucun mouvement de panique. Je vois pas de gens se confiner chez eux. Alors certes, on me dira qu'il y a des ruptures de masques dans les pharmacies. De là à parler de panique, non, c'est pas irrationnel comme comportement que de sécurité de masque. Donc, quand on vous dit tous les jours à la télé que le moyen d'éviter la contagion, c'est le masque. Et honnêtement, ça me paraît assez rationnel. Je pense que les médias informent réellement. Ensuite, alors si informer, c'est attirer comme ça la panique, c'est autre chose. On ne peut pas à la fois demander à ce qu'il y ait une transparence et une fois qu'on donne l'information, considérer qu'on participe à une panique qui en fait n'existe pas. Ce témoignage de Louchou qui nous regarde, qui dit que sa nièce revient d'Italie et du coup elle appelle le 15 et la réponse qu'on lui a fait c'est vous n'avez pas de symptômes. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Ouais. Oui, mais on ne va pas enfermer, on n'enferme pas dans les hôpitaux tous les gens qui viennent d'Italie. C'est comme un sujet. Mais ça rappellerait. Mais quand on parle des urgences, il faut aussi savoir, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est vrai que si on a une épidémie de grande ampleur, on n'aura pas les moyens de mettre tous les malades dans des chambres isolées. Et c'est normal. Mais il faudra peut-être les laisser chez eux. Mais c'est d'ailleurs pas anormal, c'est le syndrome de la déneigeuse. Quand il y a de la neige, on dit « Ah, mais pourquoi on n'a pas des déneigeuses ?» Parce que ça arrive tous les 25 ans, on ne va pas équiper l'administration, les hôpitaux français pour une épidémie. C'est pas possible. Donc c'est sûr que s'il y a une épidémie de grande ampleur, les gens devront rester chez eux pour beaucoup. Oui. Nos politiques sont toujours avec un train de retard, nous dit Nabo qui nous regarde sur YouTube, pour prendre de réelles décisions. Tous les pays touchés ont fermé leurs frontières. Nous, des avions venant d'Asie et d'Europe continuent d'atterrir sur notre territoire. Il y a de quoi vraiment s'inquiéter. On voit poindre ce sentiment dans l'opinion ou pas? Non, pas encore. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais vous savez, ça peut aller très vite. Il suffit qu'il y ait un problème dans un avion et vous verrez à ce moment-là, en effet, l'opinion virait de bord. Hein. La France est-elle à la hauteur dans la gestion de la crise du coronavirus? C'est la question qu'on vous pose ce soir sur Twitter. Réponse plutôt non, à 60%. Donc de ceux qui ont répondu. On revient sur cette question de toute façon. Demain, on fait une émission spéciale avec Damien Mascret qui suit qui est le journaliste santé du Figaro. Pas du tout un journaliste qui voudrait entretenir les peurs, je vous rassure. Qui vient de signer un article d'ailleurs dans le Figaro qui dit justement quelle est la qualité et le niveau de la France pour répondre à cette crise. C'est un article que vous pouvez retrouver sur le site du Figaro. Et puis on sera en direct avec Sébastien Faletti qui lui est à Pékin et on lui en demandera où il en est. Il fait des papiers formidables, mais alors la vie à Pékin, c'est un enfer. C'est un enfer et on lui demandera justement où il en est et où il en est de son confinement. L'autre question qu'on se pose, c'est une autre question qui revient en boucle ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est s'il faut suspendre les débats à l'Assemblée nationale sur les retraites. La question se pose parce qu'elle a été posée par les députés LR, notamment ce matin,